Le 14 avril 2026, nous sommes dans la 5e année et au 50e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, voici le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner beaucoup de choses. Nous allons observer pas mal de choses sur le front. En même temps, nous allons également regarder une ou deux attaques contre un dépôt de munitions. Et nous allons aussi jeter un œil à ce que fait actuellement le recrutement russe. Il y a d'ailleurs des détails très intéressants à ce sujet, ainsi que beaucoup d'autres choses. Vous savez comment se déroule le rapport de situation. Alors commençons tout de suite. La trêve de Pâques décrétée par la Russie n'a eu aucun effet opérationnel visible sur le front. Qui l'aurait cru ? Les forces russes ont poursuivi leurs attaques, principalement en infiltrant de petits groupes d'assaut dans les positions ukrainiennes. Aucun gain de terrain confirmé n'a été enregistré. Parallèlement, les opérations de drones et d'artillerie se sont poursuivies des deux côtés. Ces moyens n'ont manifestement pas été inclus dans la trêve et n'ont de fait pas pu être arrêtés. Les forces ukrainiennes ont profité de la situation pour lancer des offensives ponctuelles et gagner du terrain au nord-est de Liman et à Jampil. Cela signifie dans cette zone comme indiqué sur la carte de situation. En même temps, il y a également eu des attaques qui se sont dirigées ici vers la zone jaune. L'intensité des combats était donc réduite, mais pas interrompue pour autant. Si l'on regarde le dernier rapport de Rebar, il semble que les forces ukrainiennes aient également réussi à percer la première ligne de défense russe et commencent maintenant à s'y établir. La distance jusqu'à Liman est d'environ 10 km. Il est également remarquable, dans ce contexte, de noter le choix des mots de Rebar, donc d'une source clairement pro-russe et proche du Kremlin. Là-bas, on évoque déjà un possible effet domino et c'est justement cela l'essentiel. Lorsque cette évaluation vient de ce côté-là, il ne s'agit pas d'une simple percée locale, mais de la crainte que cette pression puisse se poursuivre le long de la ligne. La partie ukrainienne n'avance pas rapidement, mais de manière structurée. Prendre des positions, les sécuriser, les élargir, mais cela reste assez local et assez limité. Pour la Russie, cela signifie devoir avancer des forces pour stabiliser la situation, même si celle-ci était en fait prévue pour la défense en profondeur. Donc si l'on n'agit pas assez rapidement, ou plutôt si l'on utilise mal les réserves, alors selon Rebar, une percée locale des Ukrainiens, qui est jusqu'à présent assez limitée, pourrait devenir un problème pour l'ensemble du secteur. Cela concernait désormais les attaques ukrainiennes, mais nous voyons aussi celles du côté russe. Surtout ici dans cette zone, les Russes essaient d'avancer en direction de Drobychev, pour justement bloquer l'approvisionnement ukrainien vers Liman, et ce par la route nord-ouest. En même temps, ils auraient ainsi la possibilité d'avancer relativement rapidement en direction de Liman. D'un autre côté, nous voyons ici des combats en direction de Torsk qui s'étendent aussi vers Liman le long de la route, mais principalement, donc ici sur la route, il y a des combats, mais la plupart des attaques se déroulent un peu plus au nord de celle-ci. Dans cette zone, qui est en fait une région un peu plus élevée, il y a quelques collines que les Russes essaient justement d'attaquer en ce moment. Les prendre offrirait une bonne vue d'ensemble, une position de tir plus haute près de Liman et le contrôle de la route, qui se trouve pratiquement juste à côté et dépend fortement des positions sur les collines. Celles-ci sont actuellement encore sous contrôle ukrainien et pourraient peut-être le rester. Nous ne savons pas comment la situation va évoluer ici. Pour l'instant, la situation reste plutôt neutre ou modérée. Ces derniers jours, les indices se sont multipliés pour montrer qu'à seulement une courte distance d'ici, vous le voyez juste là, c'était la section. Et maintenant, nous descendons un peu plus vers le côté est de Sloviansk ou le côté nord-est de Kramatorsk. Cette région porte d'ailleurs un autre nom, il s'agit de l'agglomération de Kramatorsk, c'est-à-dire les localités environnantes qui appartiennent à Kramatorsk, que nous pouvons distinguer assez clairement ici. Et ici, la Russie essaie de déterminer le nouveau point focal de l'offensive de printemps ou d'été en cours. La plupart des attaques ont désormais lieu dans cette zone. Nous constatons encore des attaques sur d'autres parties du front, comme à Pokrovsk. Plus tard dans le rapport, nous en analyserons d'autres, mais ici, tout indique que ce sera le prochain grand théâtre d'opération. Cela a du sens. Pokrovsk est déjà aux mains des Russes, il reste peu de grandes villes ukrainiennes dans le Donbass. Mais ici, Kramatorsk et Slaviansk, donc cette ligne, ce sont deux des dernières grandes villes ici. Il faut aussi rappeler que les Russes souhaitent les conquérir, ce qui a du sens sur les plans politiques et militaires. Il s'agit ici de continuer à exercer une pression dans cette zone, de lancer plusieurs offensives ou plutôt de concentrer les forces. D'un autre côté, c'est aussi une zone assez bien surveillée par les Ukrainiens. Et des sources ukrainiennes font maintenant état du déploiement de forces supplémentaires dans ce secteur, ainsi que d'une intensification des attaques aériennes et de drones.
Parallèlement, du côté ukrainien, le commandant de cette zone ainsi que celui du corps responsable ont été remplacés, une mesure qui intervient généralement lorsque l'on s'attend à une période de pression accrue. On remplace donc, disons-le ainsi, un commandant un peu moins expérimenté par un autre qui a déjà fait ses preuves par le passé. Voici ce qui se dessine. La méthode russe classique, avec d'abord une pression de l'Est sur tous les secteurs, comme le montre la carte de situation. J'ai indiqué ici quelles unités tiennent quelle position. Donc, dans cette zone, tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne, par exemple tenu par la 30e, est contrôlé par la 30e brigade mécanisée d'infanterie ukrainienne. Tout l'espace entre ces lignes est sous la 10e. Brigade de chasseurs de montagne, etc. C'est explicite. En face, il y a aussi les unités russes. Ainsi, vous savez toujours quelle unité est responsable d'une zone en cas de combat ici. Tout cela est déjà public d'ailleurs. Je ne l'ai pas découvert moi-même grâce à mon travail au SINT et à mes recherches. Tout cela a déjà été publié. Et je ne publie les positions ukrainiennes, si jamais je le fais, que de manière très imprécise et seulement si eux-mêmes les ont déjà publiées. Tout à fait dans l'esprit de l'OPSEC. Les Russes attaquent depuis l'Est, augmentent la pression et tentent de contourner la ville par d'autres axes, comme depuis des années. Il est envisageable qu'une nouvelle offensive soit lancée depuis la région de Reiske afin d'encercler l'agglomération par l'ouest. En complément, une pression pourrait être exercée depuis la région de Liman. Nous avons déjà évoqué cette zone tout à l'heure. C'est de mettre d'importantes routes d'approvisionnement à portée. Mais le véritable noyau opérationnel se trouve à l'est. L'objectif serait d'atteindre les abords de Sloviansk et Kramatorsk. Rien que cela suffirait déjà à limiter massivement les deux villes en tant que point logistique clé. C'est exactement le même schéma qu'on a déjà vu à Pokrovsk. Sur le plan du terrain, c'est surtout la zone du parc paysager de Kramatorsk qui se distingue. Celui qui contrôle certaines hauteurs là-bas a une vue directe sur les deux villes. Il est donc probable que cette zone devienne le centre d'une attaque. L'accès à cet endroit passe par le secteur d'Olexandrivka et d'Orivka-Droua. C'est justement là que les attaques russes s'intensifient actuellement. Des unités ukrainiennes se sont repliées par endroits sur des lignes principales de défense préparées, tandis que les zones avancées ne sont plus que faiblement tenues. Le point critique ici, dans ce secteur, plusieurs lignes de défense ukrainiennes sont situées assez près les unes des autres. Si celles-ci sont percées, il n'y a pratiquement plus de zone de retardement jusqu'aux hauteurs au nord de Kramatorsk. La situation dans son ensemble n'est donc pas, une offensive confirmée, mais plutôt une partie de l'offensive globale toujours en cours, qu'ils avaient en quelque sorte annoncée pour le printemps et l'été. Cela signifie que si, à l'avenir, nous voyons sur Wikipédia ou sur d'autres sites qu'il y a eu ici une offensive, alors on pourra déjà mieux les délimiter. Car en règle générale, on ne peut dater précisément les offensives et les attaques que bien plus tard, donc la plupart du temps plusieurs années après, pour savoir quand elles ont commencé et quand elles se sont terminées. Les préparatifs et mouvements correspondent déjà à ce scénario observé depuis des années. Et si nous regardons cela à nouveau sur la carte, nous voyons ici, c'est en fin de compte la direction de l'attaque, la principale direction d'attaque venant de l'Est. C'est ici que les Russes essaient de mettre le plus de pression. En même temps, ils essaient de contourner par le haut, via Liman, donc ils pourraient avancer dans cette direction. Et on pourrait aussi avancer d'ici en bas, donc depuis la direction de Bakhmout vers le nord-ouest, en passant par cette route pour justement atteindre la périphérie de Sloviansk. Et en même temps, pour continuer à exercer la pression ici, afin de pousser les unités ukrainiennes dans une tentative d'encerclement. Si on regarde la distance, on la voit ici en bas, 5 km sont déjà indiqués, mais à peu près du point le plus éloigné du front jusqu'à la ville, il y a environ 20 km, ce qui n'est bien sûr pas tant que ça. D'un autre côté, nous savons aussi maintenant à quel point il est difficile de conquérir 20 km. Oui, ce n'est plus comme au début de la guerre, quand c'était relativement facile, ou comparé à la Seconde Guerre mondiale. Pensez à la rapidité de la Wehrmacht. Ces 20 km étaient franchis en une demi-journée. Et je pense que si nous regardons cela ici, nous pourrons probablement encore parler de ce secteur du front à la fin de l'année. Et ce serait tout à fait réaliste si rien ne changeait fondamentalement dans cette guerre, et cela ne changera probablement pas. Nous verrons plus loin dans le rapport qu'il existe un problème majeur côté russe concernant le recrutement. Hier, un nouveau chef d'État a été élu en Hongrie avec une majorité des 2/3. Peter Magyar est maintenant considéré dans de nombreux domaines comme une version édulcorée d'Orban, en ce qui concerne de nombreux aspects politiques. Hier, j'ai justement fait une vidéo à ce sujet sur la victoire du côté de l'opposition en Hongrie.
Cependant, il n'est pas considéré comme une version édulcorée d'Orban dans tous les domaines, car contrairement à Orban, il est pro-UE et aussi contre une prise de pouvoir progressive de la Russie dans son propre pays. Il a tenu une conférence de presse et lancé de graves accusations contre le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Orban. Selon lui, des documents seraient actuellement détruits au ministère des Affaires étrangères, documents qui concernent des liens avec la partie russe. Concrètement, il est question de documents déchiquetés et d'un très grand nombre de documents détruits. Il n'existe bien sûr aucune confirmation indépendante à ce sujet. De telles déclarations ne sont pas faites. Les déclarations ne sont pas responsables. Si ces déclarations devaient être vérifiées, cela aurait d'importantes conséquences politiques. Actuellement, seules des présentations unilatérales de l'opposition subsistent, telles que la fermeture de l'espace aérien hongrois. Mais c'est un tout autre calibre, tant politique que juridique, et ce n'est pas prévisible. Cela montre cependant clairement sa ligne de conduite. Il avait en effet promis pendant la campagne électorale de punir ceux qui ont nui au pays. Et nuire au pays signifie dans ce cas aussi avoir permis à la Russie d'acquérir de plus en plus de pouvoir dans l'appareil d'État. D'ailleurs, les Russes ne veulent pas non plus le féliciter pour sa victoire électorale, car ils considèrent désormais la Hongrie comme, je cite, un pays inamical. À ce sujet, si vous n'êtes pas abonné, faites-le gratuitement. Cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité, ce dont nous avons besoin en ces temps difficiles. En résumé, je gère tout seul cela en plus de mes études et de mon travail. Et même si le rapport ne dure que 10 à 15 minutes pour vous, cela représente tout de même 4 heures de recherche chaque jour, y compris les jours fériés, à Noël et au Nouvel An. Parce que je fais aussi des reportages sur la guerre à ces moments-là, car la guerre ne s'arrête pas. Et vous recevez ainsi, je dirais, pratiquement les informations les plus récentes, résumées de manière aussi brève et concise que nulle part ailleurs dans l'espace germanophone. Si vous souhaitez m'aider, abonnez-vous gratuitement ou devenez membre de la chaîne, comme l'ont fait environ 320 personnes. Puisque nous parlons de chiffres, les données actuelles montrent que le recrutement russe ralentit toujours. Au premier trimestre 2026, environ 20% devraient être sous le feu. Cela signifie en moyenne environ 800 nouveaux soldats sous contrat par jour que la Russie peut recruter. Ça semble beaucoup, 800 soldats par jour, c'est effectivement beaucoup, il n'y a pas de doute, car ils s'engagent plus ou moins volontairement. Ils ne sont pas enrôlés de force chaque jour. Mais il y a quelque chose de plus lourd, les pertes en face. Selon les sources, elles dépassent même ce chiffre. Si plus de personnel est perdu qu'il n'en arrive, cela crée inévitablement une pression sur la structure des troupes. Et ce n'est pas un effet à court terme, mais un problème structurel. La Russie peut compenser les pertes sur une longue période, mais seulement tant qu'il y a suffisamment de personnel pour les remplacer. Si cet apport diminue sensiblement, cela a un impact direct sur la rotation, le remplacement et la capacité de résistance des unités. Et c'est précisément ce qui semble se dessiner en ce moment. Et cela, même si les primes sont à nouveau à un niveau record. Et cela signifie que même si les Russes paient encore plus, comme ils le promettent déjà, cela n'attirera pas forcément plus de volontaires. 1,5 million de roubles, c'est déjà une somme importante promise comme paiement unique. Voyons combien de temps cela va durer. En général, ce genre de choses diminue à nouveau, sauf s'il procède à une nouvelle mobilisation. Mais une mobilisation est très impopulaire en Russie. On veut l'éviter autant que possible. Imaginez cela un instant. Poutine mène cette guerre depuis maintenant plus de 4 ans. Nous en sommes déjà à la 5e année de guerre. Et il n'y a aucun progrès. Le Donbass n'a pas été conquis. Le gouvernement ukrainien, c'est toujours le même. Aucun des objectifs de guerre, même pas la destruction de l'armée ukrainienne, n'a été atteint par la Russie. Cela signifie qu'à part des pertes, ils n'ont en fait rien à montrer, et environ 20% du territoire ukrainien occupé. En revanche, l'OTAN a obtenu 2 nouveaux membres. Et les Russes, ils se rendent bien compte que les pertes sont élevées. Ils ne sont pas stupides. Je veux dire, il y a 3 ans, on disait qu'un Russe sur 5 connaissait personnellement quelqu'un qui était mort lors de l'opération spéciale, donc dans cette guerre. Donc tombé dans le langage militaire avant que certains ne râlent en commentaire. C'était il y a quelques années, quand les pertes étaient sous le million. Maintenant, ce sera sûrement plus, et les gens le voient maintenant. Et quand ils s'en rendent compte et voient que l'inflation frappe, que l'économie ne fonctionne plus, qu'elle est déconnectée, bien sûr à l'exception de l'économie de guerre, que tout devient plus cher, comme les produits de première nécessité. Et ils remarquent tout cela. Le salaire reste généralement aussi bas, à environ 800 € en moyenne en Russie. Quand Poutine dit « la guerre se passe toujours bien » et que les ministères des Affaires étrangères et de la Défense confirment « tout va bien, nous avons peu de pertes »,
Les Ukrainiens seront sûrement déjà vaincus demain. Et puis ils voient donc que les pertes augmentent de plus en plus, et que les primes deviennent plus élevées, pour une raison quelconque. Et quand quelqu'un arrive et dit « Oui, au fait, il faudrait peut-être mobiliser encore 300 000 ou 500 000 hommes », là, l'ambiance est vraiment au plus bas. Car pourquoi devrait-on encore mobiliser si tout se passe bien ? Pourquoi voudrait-on mobiliser alors que beaucoup de choses deviennent déjà plus chères, et ainsi de suite ? Je veux dire, les gens sont souvent un peu naïfs, mais il y a des personnes naïves dans chaque pays. Mais eux aussi finiront par comprendre cela tôt ou tard. C'est encore un problème pour le Kremlin, car le principal danger vient de l'intérieur du pays, pas du front. Les forces ukrainiennes ont frappé une zone de rassemblement de la 37e brigade de fusiliers motorisés russes avec des drones kamikazes. Des images d'un soldat russe qui a eu la gentillesse de confirmer l'impact montrent un campement détruit. Je commence aussi à comprendre pourquoi, du côté du Kremlin, ils sont tellement déterminés à se débarrasser complètement de Telegram et à n'autoriser que l'utilisation du service de médias sociaux contrôlé par l'État, Max. Actuellement, les forces russes tentent de reprendre leurs activités offensives sur plusieurs axes, notamment ici à Stepanyrsk, le long du Dnipro, ainsi que dans la région de Mala-Tokmatchka-Orishiv. Les Russes ont un gros problème, que les Ukrainiens avaient un aussi jusqu'à la réorganisation des sous-unités il y a environ 1 an. Il manque la coordination entre ces attaques. Les deux avancées ont lieu en parallèle sans coordination. Des groupes d'infanterie isolés attaquent indépendamment, sans opération coordonnée. Cela met la pression sans permettre de gagner durablement du terrain, comme on le voit autour de Stepanyrsk ou Mala-Tokmatchka. Là-bas, les combats font rage, parfois de manière intense, mais sans avancer. Les unités russes entrent, sont fixées, perdant de la vitesse et doivent souvent se replier ou sont anéanties. En même temps, la partie ukrainienne conserve l'initiative au niveau tactique. Les contre-attaques, attaques de flanc et perturbations constantes des mouvements russes empêchent toute position stable, ce qui est aussi visible entre les deux secteurs. Les Russes essaient de passer du secteur 1 au secteur 2 pour soutenir l'attaque du groupe d'armées dans le deuxième secteur. Ce soutien est nécessaire, sinon ils devraient attaquer seuls une forteresse depuis une seule direction. L'attaque de flanc est donc inévitable, mais elle est imperturbée par des unités ukrainiennes dans le premier secteur, ce qui rend impossible toute manœuvre de dégagement russe. Le résultat est une image assez claire, de nombreuses attaques, mais aucun point focal commun. Et c'est précisément cela qui fait que l'offensive s'épuise plutôt qu'elle ne perce quelque part. Zelensky a signalé une évolution remarquable. Une position russe aurait été prise pour la première fois uniquement grâce à des systèmes sans pilote, sans intervention directe de l'infanterie classique. Selon les informations, des systèmes robotiques terrestres ont été utilisés en combinaison avec des drones. Ces systèmes auraient pénétré dans la position, après quoi les soldats russes présents se seraient rendus. Selon les informations, l'opération s'est déroulée sans perte de leur côté. Si c'est vrai, l'essentiel n'est pas la position en soi, mais comment elle a été prise. Jusqu'ici, drones et robots servaient surtout de soutien. Reconnaissance, guidage de tir, attaque ciblée. Ici, il se serait agi pour la première fois d'une opération d'assaut complète où l'homme au contact direct aurait été remplacé par des machines. Cela signifierait que l'utilisation de systèmes sans pilote est en train de passer d'un simple outil de soutien à un moyen autonome de conduite du combat. Voyons comment cela va évoluer. Je me demande quand nous verrons des combats menés uniquement entre robots. Friedrich Merz a rencontré Zelensky à Berlin et a insisté sur l'accélération du soutien militaire à l'Ukraine. Il s'agit concrètement de débloquer un important paquet financier de l'UE jusqu'ici bloqué. Merz insiste pour que ces fonds soient rapidement versés afin de garantir à long terme la défense ukrainienne. En parallèle, de nouveaux accords sont signés, coopération sur les drones, l'artillerie, les armes à longue portée et l'échange de données de combat numérique. Ce n'est pas un soutien classique, mais c'est clairement conçu dans l'optique d'un développement commun. Un signal politique a été envoyé. L'Allemagne soutient toujours l'Ukraine et son adhésion à l'Union européenne. Ce n'est pas seulement une action à court terme, mais une volonté stratégique. Point clé. Il ne s'agit pas de livraison isolée, mais d'un cadre structuré. Financement, coopération industrielle et échange de données constituent la base d'une intégration militaire et économique durable de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est aussi le souhait de l'Allemagne et surtout de l'Ukraine. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et à mon équipe. Un remerciement particulier à Oberseit-Rennecke, Silla, Dittich, Ferdinand et Mayerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, et à la prochaine mise à jour de la situation.